Le lendemain soir, profitant d'une occasion où Hawa était occupée à répéter un discours avec les prêtresses, Kémi entra discrètement dans la chambre royale. Elle glissa les herbes sous l'oreiller, comme la vieille le lui avait indiqué. Son cœur battait la chamade. Elle se surprit à transpirer malgré la fraîcheur du soir. Pendant quelques instants, elle hésita à tout retirer, mais des bruits de pas s'approchèrent et elle se hâta de sortir. La nuit se passa sans incidents apparents. Le lendemain matin, la reine se leva en douceur, sourit à Kémi et alla rejoindre le prince pour un entretien. Kémi, qui observait en coin, fut surprise de voir que rien n'avait changé. Hawa paraissait aussi belle et rayonnante que d'habitude. Peut-être faut-il attendre, pensa Kémi. Les journées suivantes passèrent ainsi. La vie au palais continuait son cours. Kémi commençait à douter de l'efficacité de la sorcellerie et s'irritait contre la vieille femme, pensant qu'elle l'avait trompée. Cependant, au bout d'une semaine, quelque chose changea. Hawa devint soudain pâle et fatiguée. Elle dormait mal et se réveillait en sursaut, victime de cauchemars. Lorsqu'elle se regardait dans le miroir, elle avait l'impression que son visage s'effaçait. Elle confia à Kémi qu'elle se sentait faible et qu'un poids invisible écrasait ses épaules. Kémi feignit l'inquiétude, mais au fond d'elle, une satisfaction honteuse naissait. Le sort fonctionne, pensa-t-elle. Pourtant, cette satisfaction fut de courte durée. Les rumeurs commencèrent à circuler dans le palais. On soupçonnait la reine d'être maudite. Des servantes chuchotaient que les ancêtres étaient fâchés. D'autres blâmaient les esprits jaloux. Le prince, inquiet, consulta les anciens. Ils décidèrent d'inviter un guérisseur réputé pour nettoyer les mauvais sorts. Lorsque ce dernier examina la chambre de la reine, il fronça les sourcils. « Il y a quelque chose sous l'oreiller », dit-il. En sortant les herbes, il constata qu'elles avaient été placées délibérément. Tout le monde se regarda, alarmé. Hawa, stupéfaite, n'avait aucune idée de qui aurait pu lui vouloir du mal. Kémi sentit la panique monter. Le guérisseur proposa alors de faire appel au masque Njil pour découvrir la vérité. Une cérémonie fut organisée et toutes les personnes vivant au palais furent invitées à y assister. Le Ngil n'avait pas été utilisé depuis des années. Sa présence imposait le silence et la crainte. Hawa tremblait, non pas par peur d'être accusée, mais parce qu'elle savait que tout mensonge serait dévoilé. Kémi, pour la première fois, ressentit la morsure du remords. La vieille avait-elle raison? Les forces invoquées allaient-elles se retourner contre elle? Le jour de la cérémonie, la grande cour du palais était emplie d'une tension palpable. Les anciens, vêtus de pagnes blancs, apportèrent le masque Niel et le déposèrent sur un autel couvert de feuilles vertes. Le griot Mbala, celui qui avait raconté la légende du masque aux enfants, était présent pour diriger le rituel. Le roi, le prince, Hawa, Kémi et tous les serviteurs se tenaient en cercle, prêts à écouter les verdicts du masque sacré. La pluie menaçait, mais aucun nuage n'osait encore se déverser. Mbala entonna des chants, invoquant les ancêtres et demandant au Njil de révéler la vérité. On plaça l'oreiller et les herbes à côté du masque pour symboliser le crime commis. Le griot expliqua les règles. Chaque personne devrait s'avancer et regarder le Ngil dans les yeux. S'il remarquait la culpabilité, il réagirait en se tournant vers le fautif. Les innocents seraient épargnés. Une à une, les personnes du palais s'avancèrent. Le Ngil restait immobile, austère. Hawa se présenta, humble, déclarant qu'elle n'avait jamais voulu de mal à personne. Le masque demeura impassible. Les serviteurs défilèrent, tremblants, certains éclatant en larmes sous la peur d'être soupçonnés. Le masque ne broncha pas. Lorsque vint le tour de Camille, son cœur battait si fort qu'elle crut qu'on pouvait l'entendre. Elle croisa brièvement le regard d'Hawa, qui lui sourit faiblement, confiante. Kémi s'approcha de l'autel, se pencha et fixa les yeux sombres d'une Gilles. Une sensation glaciale la traversa. Elle se sentit nue devant ce regard qui semblait sonder son âme. Soudain, le masque pivota très légèrement, son ombre se projetant sur Kémi. Une exclamation parcourut l'assemblée. « Le masque a bougé !» chuchotèrent certains. Kémi recula, tremblante. Elle tenta de se persuader que c'était un jeu de lumière. Mais Mbala s'avança et, d'une voix ferme, annonça « Le Ngil a perçu une agitation dans ton cœur, Kémi. Tu dois répondre à ses questions. » On l'invita à s'asseoir devant l'autel. Le griot lui demanda calmement si elle avait quelque chose à avouer.
Kémy sentit toutes les peurs, les regrets et la honte la submerger. Elle aurait pu tout avouer, demander pardon et espérer la clémence. Mais la fierté et la peur de perdre Hawa et la confiance de tous la retinrent. « Je ne sais pas ce que le masque a ressenti, » répondit-elle d'une voix étranglée. « Je n'ai rien fait. » Le griot hocha la tête, visiblement peiné. « Alors le Ngil se chargera de la vérité, » dit-il avant de clore la cérémonie. La foule se dispersa, inquiète et confuse. Le masque resta là, immobile, mais Kémy sentait son poids invisible peser sur elle. Ses nuits suivantes furent tentées de visions. Elle voyait le masque la suivre, ses yeux sans vie brillants d'une lueur qui semblait murmurer « Il n'est pas trop tard ». Depuis la cérémonie, la vie au palais avait repris un semblant de normalité. Hawa se rétablissait grâce aux soins du guérisseur, mais elle gardait une fatigue persistante. Le prince et le roi s'acharnaient à trouver qui pouvait bien être à l'origine de sa maladie. Kémy tentait de se fondre dans le quotidien, exécutant ses tâches avec diligence, mais son esprit était un champ de bataille. Elle ne dormait presque plus. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, le masque Ngil apparaissait, se rapprochant inexorablement. Dans ses rêves, la vieille femme ricanait, les herbes se transformaient en serpents et Hawa l'appelait à l'aide depuis un puits profond. Un soir, incapable de supporter davantage la culpabilité, Kémy se rendit à la hutte de la vieille sorcière, au fond de la forêt. Elle lui raconta ce qui s'était passé lors de la cérémonie. La vieille la regarda longtemps, puis éclata d'un rire sans joie. « Je t'avais prévenu que tout avait un prix. Le masque a lu ton cœur. Il sait ce que tu as fait. » Kémy s'agenouilla. « Je veux réparer, » implora-t-elle. « Je ne veux pas qu'Hawa souffre plus longtemps. Dis-moi comment annuler le sort. » La vieille se pencha vers elle, ses yeux brillants. « Tu ne peux pas effacer ce qui est déjà lancé. Le Ngil réclame justice, mais tu peux choisir entre avouer ta faute ou t'enfoncer davantage. Les esprits peuvent encore te pardonner si tu montres de la sincérité. » Kémy repartit, plus tourmentée que jamais. L'idée de confesser sa trahison lui faisait horreur. Elle avait peur de perdre Hawa, de décevoir le prince et de devenir l'objet de la honte du village. Cependant, elle commençait à comprendre que le véritable poids n'était pas la punition des autres, mais la culpabilité qui la rongeait de l'intérieur. Elle s'enferma dans ses appartements et, pour la première fois depuis longtemps, pleura en silence. Hawa frappa doucement à sa porte. « Je sais que tu as le cœur lourd, » dit-elle, ignorant la cause. « Mais rappelle-toi que je serai toujours ta sœur. » Ces mots percèrent la carapace de Kémy. Elle répondit par un sourire forcé, mais en son fort intérieur, quelque chose se fissura. Cette nuit-là, elle fit un rêve différent. Elle se trouva dans une clairière, face au Ngil, qui cette fois ne la jugeait pas. Il se contentait de rester là, attendant qu'elle parle. Derrière lui, des silhouettes floues, ses ancêtres, l'observaient. « Nous sommes avec toi », semblait-il dire. « Choisis la vérité et la justice, c'est la seule voie vers la paix. » À son réveil, Kémy savait qu'elle devait prendre une décision. Poursuivre dans le mensonge signifierait s'éloigner à jamais de la lumière. Mais la vérité risquait de la briser publiquement. Le destin ne lui laisserait bientôt plus le choix. Au matin, Kémy se décida enfin à parler à Hawa. Elle traversa les couloirs, chercha son ami dans ses appartements, mais on lui annonça que la reine était partie prier au temple. Le temps semblait ralentir autour d'elle. Dans la cour, des serviteurs murmuraient encore au sujet de la cérémonie du Nil. Quelques regards se posèrent sur Kémy, mêlant compassion et suspicion. Elle se rappela soudain que la vieille femme avait parlé d'une issue différente. « Tu peux t'enfoncer davantage. » Kémy sentit la panique l'envahir. Avouer devenait de plus en plus effrayant. Elle prit la décision de fuir. Elle se disait qu'en quittant le palais, elle pourrait échapper au jugement, trouver un autre endroit où recommencer sa vie sans avoir à affronter son crime. Elle fit son baluchon en cachette, y glissa quelques vêtements, le pendentif qu'elle avait récupéré après l'annulation du sort, et s'échappa par une porte arrière. La forêt lui semblait plus accueillante que le regard du Nil. Elle marcha des heures, ses pieds nus foulant les feuilles mortes, jusqu'à atteindre la clairière où elle avait rencontré la vieille sorcière. Cette dernière l'attendait, comme si elle avait prévu sa venue. « Je savais que tu viendrais, » dit-elle, un sourire en coin. « Fuir est aussi un choix, mais fuir ses responsabilités ne les efface pas. » Kémy supplia la vieille de lui trouver un refuge. La sorcière accepta, mais en échange, elle proposa une nouvelle alliance. « Si tu acceptes d'être mon apprenti,
Je t'enseignerai comment utiliser les forces de la nature pour te protéger des jugements. Avec mes connaissances, tu pourras même un jour revenir et prendre la place que tu désires. Kémy, terrifiée à l'idée d'affronter le Ngil et persuadée qu'elle n'avait plus de place au palais, accepta, aveuglée par le désespoir. Elle passa les semaines suivantes à apprendre les plantes, les incantations et à s'enfoncer dans les mystères que la vieille lui transmettait. Au début, elle se convainquait qu'elle faisait cela pour survivre. Mais elle réalisa vite que la jalousie continuait de nourrir son apprentissage. Pendant ce temps, au palais, la disparition de Kémy fit l'effet d'une bombe. Awa, dévastée, envoya des messagers à sa recherche. Le prince redoubla d'efforts pour la retrouver, pensant qu'elle avait été enlevée. On questionna les serviteurs, on consulta les devins. Personne ne savait où elle était. Le village parlait d'une malédiction. La jalousie aurait emporté la jeune femme dans les ténèbres. Le masque Ngil fut remis à sa place, silencieux, mais ses yeux semblaient fixer la forêt. Il savait. La route vers la rédemption de Kémy ne pouvait pas passer par la fuite, et les forces qu'elle apprenait à maîtriser seraient peut-être sa perte ou sa délivrance. La vie auprès de la vieille sorcière était rude. Kémy devait se lever avant le soleil pour cueillir des herbes, tracer des symboles au sol et répéter des incantations en langue ancienne. La vieille ne tolérait pas l'erreur. « La nature ne pardonne pas », répétait-elle. « Si tu invoques les esprits sans respect, ils se retourneront contre toi. » Petit à petit, Kémy apprit à reconnaître les plantes qui guérissaient et celles qui rendaient fou. Elle découvrit des histoires de femmes qui, autrefois, avaient utilisé la sorcellerie pour se venger, pour obtenir des pouvoirs ou pour protéger leurs proches. Certaines avaient réussi, d'autres avaient vu leur vie détruite. Ces récits ressemblaient étrangement à sa propre histoire, et parfois elle voyait son reflet dans les yeux des fantômes que la vieille évoquait. Un jour, la sorcière emmena Kémy devant un étang aux eaux noires. « Regarde et vois », lui ordonna-t-elle. Kémy aperçut sur la surface des images mouvantes. Le palais, Awa assise sur un balcon, le prince la regardant avec affection. Puis, l'eau s'agita et une autre scène apparut. On voyait Kémy, portant une couronne, assise sur le trône. Le peuple l'acclamait. Kémy sentit un frisson parcourir son échine. La sorcière murmura « Tout est possible si tu le désires vraiment. Mais il faut que tu sois prête à perdre ce qui te reste d'humanité. » Malgré ses visions, Kémy n'était plus aussi certaine de ce qu'elle voulait. Les nuits passées à répéter des incantations l'épuisaient. Son cœur aspirait parfois à la simplicité de son village, à la chaleur d'un feu de camp, à la voix douce d'Awa racontant des histoires. Elle confia ses doutes à la vieille, qui répliqua avec dureté. « La nostalgie est une faiblesse. Elle te fera échouer. Si tu n'es pas prête à aller jusqu'au bout, retourne auprès de ton ami et accepte le jugement du Nil. » Ces mots piquèrent à Kémy au vif. Elle se renfrogna et redoubla d'efforts, comme pour prouver qu'elle pouvait supporter n'importe quel fardeau. Un soir, alors qu'elle préparait une potion, une force invisible souffla la flamme de sa lampe. Dans l'obscurité, elle entendit des murmures, des pas et un souffle glacé. Elle crut voir le masque Ngil flotter devant elle. « Tu peux encore revenir » chuchota une voix qui ressemblait à celle de Mbala. « La vérité libère. » Kémy sursauta, mais quand elle ralluma la lampe, le masque avait disparu. Elle secoua la tête, persuadée que c'était son imagination. Cette nuit, elle dormit peu. Au matin, alors que la vieille était sortie cueillir des racines, Kémy s'approcha de son sac. Elle en sortit le pendentif d'Awa, celui qu'elle avait volé. En le serrant, elle sentit un élan d'amour et de regret. C'était le dernier lien tangible avec son ancienne vie. Elle comprit alors qu'elle ne pourrait plus rester indéfiniment dans l'ombre. Quelque chose devait changer. Mais comment retourner sur le bon chemin après avoir plongé si loin? La réponse viendrait plus vite qu'elle ne l'imaginait. Abonne-toi, laisse un like et regarde la 3e partie juste ici.